Tout d'abord, merci Adriane, merci à Quantmetry aussi de m'avoir accueilli aujourd'hui pour vous parler d'un projet qui me tient plutôt à cœur, la Data Factory Ingest. Mais avant de parler de ce projet, j'aimerais bien mettre un peu de contexte, parce que vous ne connaissez peut-être pas tous très bien Decathlon. Je vais vous donner quelques chiffres sur Decathlon. Qu'est-ce que c'est? Decathlon aujourd'hui, c'est une entreprise de retail, d'articles sportifs. On est présent dans une soixantaine de pays. Le chiffre date d'octobre, on a ouvert 1 ou 2 pays depuis. On a 1718 magasins et on avoisine les 11 milliards de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous voyez tous l'écran, je ne sais pas où mettre. Il y a la Russie, effectivement. Mais oui, depuis ce matin, on a fermé la Russie à cause d'un problème de stock. Mais je ne vais pas rentrer dans cette politique-là aujourd'hui pour ce mythe. On a 69 sports signés, 69 marques Decathlon. La liste complète, elle est sur ce lien. Je pense que tu vas partager derrière les slides. Tout à l'heure en introduction, j'ai dit que Decathlon, c'est une entreprise de retail d'articles sportifs. C'est vrai, mais pas que. Decathlon, aujourd'hui, on travaille sur nos articles sportifs du tout début de la chaîne, de leur conception, leur design. On a des ingénieurs produits chez nous qui font la conception de l'article. Après avoir conçu l'article, il faut acheter les composants, prendre les bons composants, travailler avec les bonnes usines. On a certaines usines qui nous appartiennent, on a d'autres usines qui sont nos prestataires. Derrière, on gère toute la logistique, l'acheminement de tous nos produits, les différentes règles douanières, les différentes règles d'efficience aussi. Tout ça se produit au niveau de la supply chain. Derrière, on fait du retail. J'ai donné les chiffres au niveau des magasins, mais on ne fait pas que du retail au niveau magasin. On fait beaucoup d'e-commerce aujourd'hui. C'était jusqu'à il y a 2 ans une petite partie de notre chiffre d'affaires aux alentours de 4-5. Depuis la crise Covid, on se rapproche plutôt de la vingtaine de pourcents de chiffre d'affaires au niveau du e-commerce. On fait aussi de la vente au niveau en business en B2B. On travaille avec d'autres entreprises, on travaille avec des clubs sportifs aussi pour les équiper. On fait de la vente au travers de marketplaces, donc soit sur des marketplaces qui nous sont étrangères comme Amazon, ou soit au travers de notre propre marketplace sur lesquels d'autres vendeurs peuvent ajouter des articles. Et on a même d'autres types de ventes comme des store-in-store dans certains magasins. Et à ça, on va s'ajouter une grosse partie service où on va avoir les ateliers en magasin pour faire floquer des t-shirts, pour réparer des skis, pour réparer des vélos. On va avoir des salles de sport, Domnios. On va avoir des applications, Decathlon Call, Decathlon Activities, Decathlon Travel, Decathlon Outdoor. On va aussi avoir un programme de fidélité, Decathlon Club. Comme n'importe quelle entreprise, on va avoir des activités qui vont être un peu support, comme la partie finance ou la partie RH, ou le service après-vente. C'est assez important tout ça, pas pour montrer que Decathlon fait plein de choses, mais pour montrer plutôt l'importance de la data et de ce qu'on veut en faire. Une bonne question à se poser, c'est pourquoi est-ce que Decathlon vient ici parler de data? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de data à Decathlon? L'objectif il est assez simple, et je pense qu'il est le même pour toutes les entreprises, c'est de faire de la création de valeur. Donc on part de données qui peuvent venir de plein de sources différentes, et l'idée c'est avec ces données-là de créer de la valeur. Et comment est-ce qu'on fait ça? Et on passe par différentes étapes qui sont similaires pour toutes les entreprises. Decathlon n'est pas spécial là-dessus. Donc on prend de la donnée, on va venir la transformer en information. Derrière, avec ces informations-là, on va faire des analyses. Ces analyses vont mener à de la prise de décision. Et ces décisions vont mener à des actions concrètes qui vont faire de la réelle création de valeur. Donc si on prend un exemple, la donnée qu'on pourrait avoir, c'est les ventes qu'on a, la pratique sportive qu'on peut observer au niveau de nos clients. Ça, on va pouvoir le transformer en information, pouvoir transformer ces ventes, juste ces lignes de vente, ces tickets de caisse, dans des informations de vente par client, de vente par jour, ou des informations de la météo. En croisant tout ça, on va pouvoir créer une analyse en disant
quand il fait froid, on a tendance à vendre plus de skis, ou bien des choses un peu plus complexes, du style des tendances au niveau des sports. Peut-être que le tennis, c'était très à la mode, mais il y a le paddle qui est arrivé et sur lequel beaucoup de tennismen ont commencé à aller. Du coup, ça, c'est des choses qu'on arrive à anticiper en regardant la donnée. À partir de là, on peut prendre des décisions, donc augmenter notre stock de skis pour l'année prochaine bien en avance, parce que quand on commande des skis, quand on conçoit des skis, faut le faire 6, 8, 9 mois à l'avance. Et pour les vélos, je ne vous en parle pas, c'est 3 ans à l'avance. Et du coup, à partir de ces actions-là, on a une possibilité de faire de la création de valeur. Et de cette création de valeur et toutes ces étapes que je vous ai présentées, elles sont faites par différents acteurs au niveau de Decathlon. Donc on a les acteurs qui sont là, donc un propriétaire de données, le data owner, qui lui va être responsable de la partie définition fonctionnelle de sa donnée, data manager, data steward qui vont être là aussi pour gérer des domaines de données, garantir la gouvernance, garantir l'établissement des règles fonctionnelles et la documentation de la donnée. Et en tout, ça va être le socle un peu plus technique, donc le data ingénieur qui doit créer des pipelines qui s'adaptent à la donnée, qui sont scalables, pour servir les data analysts et data scientists dans l'exploration et dans l'identification de création de valeur. Donc où est-ce qu'on commence on commence par rendre la donnée disponible, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Principalement, donc Data Factory Ingest, c'est amener la donnée et la rendre disponible de tous. Désolé, j'ai fait la présentation dans le train, et je sais que c'est vachement à la mode de mettre des mèmes dans les présentations techniques, mais comme mon internet ne fonctionnait pas très bien, il n'y aura que celui-là. Désolé, mais c'est un très bon. Judge Judy. Et donc, pour répondre à cette question qui est rendre la donnée disponible, quelles sont les problématiques qu'on rencontre? C'est qu'on a de très grandes quantités de sources de données différentes. Donc c'est toutes celles dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, de la création du produit jusqu'au service après la vente. C'est des sources qui vont être très hétérogènes de par leur nature. Quand on compare une pratique sportive à une taille de composant ou à des résultats d'efficience au niveau des machines, ça n'a rien à voir. Au niveau des formats aussi, au niveau des outils. Donc, quand on compare un ERP comme SAP avec une base de données MySQL ou un Kafka, c'est pas toujours les mêmes outils qu'il faut utiliser pour consommer ça. Au niveau des réseaux aussi, donc Decathlon on est présent dans beaucoup de pays. La donnée aussi, elle est présente dans beaucoup de pays et les réglementations au réseau et d'accès à la donnée sont différentes selon les pays. Et derrière, on a plein de besoins différents au niveau analytique, BI, visualisation. On a des users qui ont des niveaux, des compétences et des outils qui sont différents et aussi des attentes qui sont différentes, que ce soit au niveau de la façon dont on met à disposition la donnée. Il y en a qui ne pourront utiliser que du SQL, d'autres qui veulent absolument avoir du streaming. Et un autre problème qu'on a, c'est le manque de gouvernance en amont qu'on pourrait avoir, parce qu'il ne faut pas voir Decathlon comme une grosse entreprise qui gère tout de la même façon. Il faut voir Decathlon comme plein de petites entreprises au sein d'une grosse entreprise qui se refacturent entre elles et qui ont une grosse indépendance aussi. Et c'est pour ça que, il y a quelques années de ça, on a trouvé une solution, une réponse à ça. C'était de mettre en place un data lake. Cette image elle est plutôt pas mal. On a plein de sources d'eau ou de données qui sont un peu différentes, mais qui amènent la donnée au même endroit, plus ou moins la même façon. Donc on a mis ça en place. Et on s'est rendu compte que ça ne répondait pas forcément à tous les problèmes, ou ça crée de nouveaux problèmes. Donc un problème au niveau des outils pour amener la donnée sur le data lake. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça peut paraître évident parce que je parle des data ingénieurs, sur des software engineers pour lesquels les problématiques data lake, data analytique sont étrangères, ça devient un gros problème et on ne savait pas trop quoi leur conseiller. Et on avait aussi un gros problème au niveau des responsabilités, parce que quand je suis un software engineer et que j'ai une application à faire et que j'ai des clients qui utilisent mon application, envoyer la donnée pour être utilisée par d'autres personnes sur un data lake, c'est pas forcément dans mes priorités. Du coup, d'autres personnes amenaient la donnée, mais elles ne la connaissaient pas. Et du coup, on se retrouvait avec des problèmes de qualité, des problèmes de latence aussi. J'ai mis time to market en dessous. Ressources aussi, comme je disais,
quelqu'un qui fait du PHP avec une base de données MySQL, bah, il ne gère pas Talend, il ne gère pas Spark, il ne gère pas toutes ces choses-là, il faut recruter dans ces équipes-là, et du coup on dilue un peu la compétence data. Et on a un manque de gouvernance. On avait un manque de gouvernance avec le Data Lake, parce qu'on avait une gouvernance qui était à côté de la partie ingestion de la donnée, et ça nous posait pas mal de problèmes. Voilà. On a changé un peu les choses, je pense, mais on va me poser des questions plus tard. On a changé un peu les choses. On a refondu un peu notre Data Lake, parce que le Data Lake, à la base, on l'avait fait de façon... avec les standards de l'époque, hein. Donc on avait une zone ODS, une zone CDS, donc ODS, Original Data Store, et CDS, la partie calculée. Cette définition de original ou calculée, elle n'était pas tout le temps claire pour tout le monde, et on ne savait pas trop ce que c'était avoir de la donnée brute et de la donnée travaillée. Parce que parfois, on prend de la donnée brute et on change quelque chose comme les noms des colonnes, et on dit que c'est de la donnée travaillée, ou parfois on applique des règles métiers et ça reste de la donnée brute, selon les personnes. Donc on a changé un peu la chose pour déjà créer 3 zones, bronze, silver et gold, dans un nouveau data lake, où j'ai repris un peu ce qu'on avait vu tout à l'heure. Dans la partie bronze, on commence toujours avec de la data, qui est brute, qui est identique à celle qu'on a sur l'opérationnel, qui nous permet de rejouer la donnée en cas de problème, mais elle a toutes les problématiques qu'on peut avoir sur l'opérationnel, les doublons, le format qui n'est pas très adapté. Donc si on a du XML qui n'est pas toujours évident à utiliser, on gardera du XML sur la partie bronze. Par contre, sur la partie silver, on a décidé d'avoir un format qui est standard, qui est le parquet. On a aussi décidé que les composantes de ces données-là seraient aussi standards, par exemple les dates. Si vous êtes technique, je sais que les dates vous posent problème, et c'est le cas pour tout le monde. Et du coup, on a standardisé ça, on a standardisé aussi la hiérarchisation de la donnée par rapport à la gouvernance, et on a ajouté une zone gold qui, elle, par contre, est là pour stocker l'information. Donc l'information, c'est la donnée qui a été retravaillée et à laquelle on est venu ajouter de l'intelligence native. Du coup, on s'est donné un peu ce qu'on voulait avoir dans le nouveau data lake. Maintenant, ce qu'on se dit, c'est comment faire en sorte d'amener de la donnée dans ce nouveau data lake. On s'est donné 3 étapes. La première étape, une étape de déclaration. Ensuite, une étape d'ingestion et dernièrement, une étape de standardisation. On a mis la déclaration tout au départ pour éviter un des problèmes qu'on avait qui était le manque de gouvernance. Donc là, pour amener de la donnée, il faut qu'elle soit déclarée, il faut qu'elle soit connue, gouvernée. Parce que de toute façon, une donnée qui n'est pas connue, elle n'est pas publique, elle n'est pas réellement sur le data lake. À partir de ces 3 étapes-là, on s'est dit, on a déclaré la donnée, on sait à quoi elle ressemble. Faire l'ingestion, c'est quoi? C'est amener de la donnée d'un point à un point B, d'une base MySQL, d'un SAP, d'un Kafka, vers un data lake. Et du coup, on pourrait très bien faire un outil qui va entourer l'ingestion et qui va forcer la gouvernance. On force la gouvernance et en contrepartie, on s'occupe de l'ingestion. C'est ça qu'on a voulu réellement mettre en place. Ce schéma, c'était vraiment le schéma de départ qu'on s'était créé pour répondre à la problématique qu'on avait. Il faut le lire de gauche à droite. Donc à gauche, on a des sources, donc une base de données, un SFTP avec des fichiers ou un Kafka. Et à partir de là, on va avoir le propriétaire de cette donnée-là, sur la partie opérationnelle, qui va pouvoir déclarer sa donnée, ce petit engrenage en haut à gauche. Et une fois qu'il aura fait cette déclaration, nous, on va avoir un outil qui va pouvoir aller requêter sa donnée et l'amener sur la partie bronze du data lake. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on ne va pas sur la partie bronze du data lake sans aller sur le data catalog. Ça, c'est vraiment le fait de forcer la gouvernance. Derrière, on ne veut pas bloquer non plus, parce qu'on ne peut pas créer des connecteurs pour n'importe quelle source de données qui pourrait être exotique chez nous. Ou bien parfois on a des problèmes réseau, ou parfois on a des sources qui sont autonomes pour amener leurs données, qui préfèrent le faire elles-mêmes, qui ne veulent pas qu'on attaque leur base opérationnelle, parce que il vaut mieux que notre gestion de stock ou de commande fonctionne plutôt que notre analytique. Il y en a un qui est un peu plus critique que l'autre, et il faut mieux pas le casser à cause de l'analytique. Du coup, dans ce type de cas de figure, elle préfère amener la donnée elle-même sur la partie bronze, mais on remarque quelque chose, c'est qu'entre la partie bronze et la partie silver, la partie clean, il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, il est dépendant de la documentation de la donnée dans le data catalog.
Et derrière, pour amener la donnée sur la partie gold, eh bien, c'est là où nos data ingénieurs, nos data scientists, nos data analystes entrent en jeu. Et réellement, l'idée de mettre en place cet outil, ça a été qu'on avait à un moment 80% du travail d'un data ingénieur qui se passait à gauche sur vraiment amener de la donnée de la source et faire du copier-coller entre les différentes zones. Et 20% de son temps était vraiment consacré à ajouter de l'intelligence à la donnée et à créer de la donnée, enfin créer de l'information. Notre véritable vocation, c'était de faire que 100% de son temps soit sur la création de données utiles. Et je vais pouvoir passer une démo qui sera beaucoup plus parlante pour vous. Donc l'outil, il se présente au travers d'une interface dans laquelle un propriétaire de données opérationnel va pouvoir ajouter de la donnée. Et donc pour ajouter de la donnée, on va lui donner un formulaire qui va être bridé, qui va lui permettre de donner les informations sur sa donnée. Donc on va faire retail, on va donc le domaine retail, dedans on va avoir de l'e-commerce. Derrière, le support groupe, c'est le groupe qui permet d'administrer cette donnée. Comme ça, on n'a pas une seule personne qui est admin sur cette donnée, mais vraiment toute l'équipe derrière la donnée. Et derrière, on va lui demander de nous déclarer où se trouve sa donnée. Donc elle se trouve dans une base de données à laquelle on peut se connecter en JDBC, ou bien dans un SFTP, ou dans un Kafka, ou sur un bucket S3. Et derrière, il va nous donner toutes les informations. Je suis en mode démo, du coup, je peux rentrer un peu ce que je veux. Ça marchera dans tous les cas. Il peut venir nous déclarer aussi plusieurs sources de données, parce qu'il faut savoir que quand on est déployé sur plein de pays différents, on a beaucoup de bases de données qui sont répliquées. Et encore une fois, un très grand point pour la partie Data Lake, c'est que sur l'opérationnel, on a plein de bases de données, on a des bases qui sont répliquées sur 80 de la donnée qui est répliquée sur 80 bases de données, et avec le Data Lake, on amène tout ça au même endroit, et on a une seule visualisation de cette donnée, ce qui simplifie largement les choses. Voilà. Derrière, on vient demander à l'utilisateur, au propriétaire de la donnée, au producteur de données, quand est-ce qu'on va chercher ces données. C'est lui qui connaît le mieux sa donnée. Si il vaut mieux aller venir à 3h du matin, parce que c'est là où il n'y a pas d'influence sur son application, ou bien au contraire, il ne faut jamais venir à 3h du matin parce qu'il y a un batch opérationnel qui tourne, et du coup, il faut venir plus tard. On le laisse choisir ça, on le laisse choisir aussi si on va chercher la donnée en mode full, en mode delta. Il y a certains prérequis pour ça. Et quand on est en mode delta, notamment avoir une clé primaire, avoir une date de modification sur la donnée. Et derrière, on va avoir un discovery pour simplifier un peu l'UX, dans lequel on va interroger sa base de données, son Kafka avec son schéma registry, son SFTP pour lire le premier fichier, si c'est un CSV, prendre les headers, si c'est un JSON, prendre la première donnée pour essayer de découvrir un peu la donnée et lui simplifier la vie. Derrière, il peut choisir une table. Et on va venir lui demander certaines informations. Encore une fois, on est sur un formulaire qui est très bridé, et s'il essaye de bypasser certaines choses, comme par exemple la description fonctionnelle de cette donnée, il est bloqué, il ne peut pas aller plus loin. Il ne faut pas faire ça en prod. Derrière, on a la découverte qui est faite, et on va chercher les informations principales, donc le nom du champ, le type du champ, est-ce que c'est une clé primaire, est-ce que c'est une label. Tout ce qu'on sait récupérer sur une base de données, on le récupère, et on simplifie la vie. Par contre, il y a des choses qu'on ne sait pas récupérer, comme par exemple le niveau de criticité de la donnée. Donc, est-ce que c'est de la donnée critique pour Decathlon, par exemple notre taux de marge, ou bien est-ce que c'est de la donnée critique parce que c'est de la donnée personnelle. Ça, c'est à l'utilisateur de venir nous en informer, et selon ce qu'il va nous dire par rapport à ça, on va pouvoir appliquer un traitement différent. Voilà. Et derrière, une fois qu'il aura rempli tout ça, il va pouvoir faire suivant. On sent avoir bien rempli la chose. On va pouvoir soumettre, et derrière ça va lui créer automatiquement une pipeline.
Donc là, on a fait la partie gouvernance, et à partir de cette partie gouvernance, nous, on vient générer vraiment la pipeline technique qui va permettre d'aller chercher sa donnée sur sa base de données dans la source, l'amener sur la partie bronze de façon brute, l'amener ensuite sur la partie silver en venant faire le clean, en venant calculer la vue courante, la vue historisée aussi. On vient transformer sa donnée en événement. Et on amène sa donnée aussi sur Redshift. Pourquoi on amène sur Redshift? Parce qu'en fait, on a un fort legacy sur Redshift et on a encore beaucoup de consommateurs au sein de Decathlon qui préfèrent utiliser la donnée sur Redshift plutôt que dans notre data lake qui est S3 d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé encore. Voilà, et à partir de cet outil, on vient lui donner aussi toutes les informations sur les ingestions qui ont pu se passer, combien de temps elles ont duré, si elles ont planté, pourquoi, et on lui donne vraiment la main là-dessus tout en lui retirant toute la complexité. L'idée, c'est qu'on lui retire la complexité et qu'en sortie, on fournisse une donnée qui est standard et qui peut être consommée par n'importe lequel des acteurs dont j'avais parlé tout à l'heure. Voilà pour la démo, et après pour parler un peu architecture. Je sais pas. Avant d'arriver sur la partie de l'architecture de la Data Factory, parlons un peu de l'architecture au niveau de Decathlon global. Il faut savoir qu'à Decathlon, on est full cloud depuis quelques années. Full cloud à 99%, on a encore quelques AS400 dans nos entrepôts, mais il ne faut pas vraiment les voir comme des outils techniques, mais plutôt comme des piliers qui soutiennent nos entrepôts et qui les évitent de tomber. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un AS400. Les plus jeunes, non. Mais sinon, on est full cloud. On est partagé entre AWS et GCP. On a une découpe 80-20, 80 GCP, 20% AWS. Je dirais, et on travaille aussi avec beaucoup de partenaires externes. C'est reparti ici. On travaille avec beaucoup de types de stockage aussi. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer qui existe sur le marché existe à Decathlon. Tous les types de bases de données, tous les types de RP, tous les types de tout. On a ça. Et on travaille avec beaucoup de partenaires externes qui ont des choses aussi très différentes. Donc si on arrive sur la partie Data Factory, Ingest, si on le prend dans l'ordre, on a notre front, notre interface utilisateur qui est en React. Derrière, on a une API qui est faite en Java. Ensuite, on a un stockage qui est en PostgreSQL, le schéma n'est plus à jour ici. Pour l'intérieur. Le cœur de notre produit, c'est Airflow, qui est notre orchestrateur, qui prend ce qu'on a déclaré au sein de l'interface pour venir orchestrer tout ça. Donc, à partir du cron que vous avez vu tout à l'heure, il va venir exécuter nos jobs. Nos jobs, eux, ils tournent sur Spark. Donc, on dit Spark comme connecteur à nos différentes sources. Donc, on a un premier job Spark qui va chercher la donnée sur la source, l'amener sur la partie bronze, et ensuite on a un deuxième job Spark qui va prendre la donnée de la partie bronze et l'amener en silver, et on a un dernier job qui va envoyer la donnée sur Redshift. Voilà pour notre architecture en très grosse maille. Et ensuite on va passer aux questions, et je voulais en anticiper un peu une, qui est pourquoi ne pas utiliser des outils déjà existants pour faire l'ingestion comme Fivetran, Stitch ou Airbyte. Et c'est une très bonne question. Alors, la réponse, elle est assez simple, c'est que notre outil, en fait, c'est pas réellement un outil d'ingestion, c'est un outil de gouvernance qui vient par-dessus un outil d'ingestion. Aujourd'hui, notre outil d'ingestion, c'est le peu de code qu'on a fait autour de Spark. Par contre, demain, on n'est pas du tout fermé, et d'ailleurs, on l'envisage, de wrapper notre solution autour d'une de ces solutions-là pour profiter des différents connecteurs qu'ils proposent. Avec Spark, on arrive à se connecter à pas mal de choses, mais Airbyte, Stitch ou Fivetran, ils ont pas mal de connecteurs qui soient communautaires ou qui sont propriétaires, qui nous permettraient de nous connecter à encore plus de choses. Mais ce que ça ne nous permet pas, c'est de faire de la gouvernance à la Decathlon. L'outil Data Factory Ingest, on l'a pas mis là en place pour remplacer ce qu'on utilisait principalement avant, qui était Talend. On l'a mis en place pour remplacer Talend, plus les 30 pages de documentation sur la gouvernance qu'on devait donner à n'importe quel utilisateur qui voulait amener n'importe quelle donnée. Donc aujourd'hui on l'a remplacé avec du Spark et une interface, demain on pourrait le remplacer avec une interface et un outil tel que Airbyte, ou Fivetran ou Stitch. Et j'ai terminé.
N'hésitez pas, si vous avez des questions et que vous avez mis mon contact là, si vous pouvez me contacter par la suite. Merci beaucoup, Mathilde, pour ta présentation. On a 5 minutes pour des questions, si quelqu'un aimerait en adresser à Mathilde maintenant. Okay. Bonsoir, alors merci d'avoir partagé l'expérience. Ma question c'est, on l'a vu donc par rapport à la gouvernance, il y a cet aspect data cataloging par exemple. Si je suis un utilisateur aujourd'hui et j'ai envie de faire un travail analytique et j'ai besoin de savoir un petit peu ce qu'on a comme données, quel outil vous utilisez pour accéder à ce catalogue, sous quelle manière se présente cette information? Super bonne question. Aujourd'hui, moi, je vous ai présenté la partie vraiment technique, cataloguing technique. Donc, avec l'outil que je vous ai présenté, on arrive à amener la donnée nécessaire, on la met sur le data lake et on amène juste les métadonnées qui sont techniques, les champs, les ID, toutes ces choses-là. Derrière, on a un autre outil, Colibra, sur lequel notre outil lui envoie des métadonnées. Et derrière, on avait des acteurs tout à l'heure qu'on avait vu, Data Owner, dessus. Data Steward, Data Manager, Data Owner, Data Steward, qui sont eux responsables de vraiment alimenter la documentation fonctionnelle métier au sein de l'outil Colibra. Est-ce qu'il y a une autre question? Je n'ai pas l'impression. Une dernière. Ah. Un peu fin. Quand est-ce qu'il sera open source? On l'envisage. On l'envisage réellement de l'open sourcer. Il faut qu'on lui retire quelques spécifiques Decathlon qui sont existants aujourd'hui. Mais on n'a aucun souci à l'open sourcer. Au contraire, si on aimerait que d'autres gens travaillent dessus et que ça devienne un standard sur l'alimentation des data lakes pour des entreprises de retail ou autres que retail, ça serait une grosse plus-value, une grosse victoire pour nous. Voilà, et je tenais aussi la parole à remercier Quantmetric qui nous ont fortement accompagnés dans la mise en place de cet outil, que ce soit sur la conception mais aussi sur la réalisation. Merci beaucoup.